Retour des grandes gueules sur RMC Story avec Marion Bartoli accompagnée de Géraldine Maillet qui a aidé Marion à écrire cette autobiographie Renaître chez Flammarion, Zora Bitan, Maxime Yeddo, David Dickens. Est-ce que c'est aussi finalement un livre de conseils? Est-ce que c'est un livre qu'on doit conseiller à des personnes qui seraient un peu prisonnières de relations toxiques comme vous l'avez été pendant 18 mois? C'est ce qu'on a essayé de faire, bien sûr. C'est surtout aussi pour montrer que ça peut arriver à tout le monde et que c'est pas l'apanage seulement des femmes isolées et totalement perdues. Ça peut vraiment, lorsque vous tombez sur ces personnes, vous détruire totalement, quel que soit votre statut, entre guillemets. Et même si vous avez une famille qui vous soutient énormément ou comme ça a été le cas pour moi, quelqu'un qui paraît un personnage public, effectivement, à qui rien ne peut arriver. Alors, vous nous avez raconté que vous avez donc... 41 kilos, c'est ça, vous pesiez 41 kilos, enfermé dans cette relation toxique avec cet homme. Et il y a eu un déclic, c'est quand la direction du tournoi de Wimbledon, qui était inquiète aussi de voir votre maigreur, vous interdit de prendre part au tournoi des légendes. Oui, totalement. Le premier déclic, c'est lorsque mon ancien petit ami m'a demandé en mariage, où là, effectivement, je me suis dit, si cette personne-là va être le père de mes enfants, c'est hors de question. Là, je l'ai mis dehors, c'était fini. Et effectivement, là où je suis arrivée enfin de me sortir de mon anorexie et reprendre le goût de vivre, parce que réellement, j'avais plus envie de vivre. Pour moi, la vie m'était devenue insupportable. Et donc, je voulais me détruire à petit feu. Ça a vraiment été déterminant et ce jour-là, le président Wimbledon qui m'avait remis le trophée 3 ans auparavant, même lui il ne l'oubliera jamais parce que j'étais en pleurs pendant 1h30 dans son bureau lorsqu'ils m'ont dit mais vous comprenez, les médecins vous ont fait 3 électrocardiogrammes et votre cœur est tellement faible que vous risquez réellement de faire un infarctus sur le terrain et de mourir. Et c'est à partir de ce jour-là où je me suis dit vous pouvez tout m'enlever dans la vie mais pas le tennis. Vous pouvez tout m'enlever, tout me prendre, mais pas le tennis. En fait, l'histoire d'amour avec le tennis, il n'y a jamais eu de problème. Cette histoire d'amour est toujours là. Effectivement. Ouais, en fait, le tennis, c'est un sport. Alors moi, j'en fais pas. Honnêtement, j'aime pas le tennis. Ça m'a jamais intéressé. Tu fais du sport, Zora? Mais n'empêche que oui, je fais du sport. Mais n'empêche que j'ai 2 fils qui font du tennis, dont un qui donne des cours. Donc j'ai un bon niveau alors. Voilà, j'ai accompagné. Regarde, Maxime, il se moque de toi. Non, mais j'ai accompagné. D'ailleurs, il y en a un des deux qui nous écoute. C'est un fan de tennis. Il fait des tournois, etc. Mais moi, personnellement, j'ai jamais aimé. Mais n'empêche, je me dis, est-ce que dans votre histoire, c'est pas le tennis? Attends, parce que c'est pas le. Maxime, tu peux. C'est pas le tennis qui vous a construit. Non, mais c'est Maxime. J'en ai un Maxime aussi à la maison. Ils sont tous pareils. Donc. Est-ce que c'est pas justement ce sport individuel, parce que c'est un sport individuel qui demande un effort personnel particulier, contrairement à d'autres sports collectifs, qui vous a quand même peut-être sauvé, parce que à être tombé dans les griffes d'un pervers narcissique, ça arrive à énormément de gens, et tout le monde n'a pas cette force surhumaine que vous avez eue quand même partie d'où vous êtes parti. C'est pas ce sport qui finalement a cette particularité. Moi, quand je voyais mon fils, en particulier l'aîné, partir sur des tournois, je vois bien la détermination, la passion. Il l'a jamais. C'est un truc, c'est quotidien. Il y a pas à votre niveau, mais n'empêche que ce sport produit ça. Non, et même chez les débutants. Oui. Je suis totalement d'accord avec vous. Effectivement, la force de caractère que j'étais capable de mettre sur le terrain pour arriver à me battre toute seule contre les adversaires, contre le classement, contre la pression, contre le public, contre la presse et tout ce que vous avez à gérer lorsque vous êtes professionnel. Et c'est une pression qui est énorme saison après saison. Effectivement, à un moment donné, lorsqu'il a fallu réellement me ressaisir et reprendre le goût de la vie et repartir vers l'avant, effectivement, c'est cette force de caractère qui est ressortie. Comment s'est comporté le monde du tennis? Parce que c'est un sport individuel, le tennis, c'est chacun pour soi. Écoutez, il y avait Serena Williams qui m'envoyait des fleurs quasiment chaque semaine lorsque j'étais hospitalisée avec Vénus, sa sœur. On a été très proches depuis très longtemps parce que j'avais affronté très jeune dans ma carrière. J'avais seulement 18 ans. C'est une grande championne et en plus elle se comporte bien dans la vie. Oui, absolument, et on s'entend extrêmement bien. On a un caractère un petit peu commun. Donc effectivement, j'ai reçu réellement des soutiens. Après, il y a d'autres personnes et d'autres filles avec qui je m'entendais pas sur le circuit. Donc bien évidemment, j'attendais pas non plus grand-chose d'elles. Ça reste un milieu qui est extrêmement compétitif, bien évidemment, mais il y a des amitiés sincères et réelles que vous pouvez créer qui ne sont pas énormes, mais qui comptent. Et donc, voilà, j'ai eu 5-6 amis très, très proches qui ont répondu absolument présentes. Géraldine? Non, mais là, vous aviez raison, Zora, c'est qu'effectivement, c'est un sport individuel où, malgré tout, moi, j'ai senti très tôt que Marion avait été très seule tout le temps, en fait. Mais oui. Parce que quand vous perdez, la contre-performance, en fait, c'est vous. Mais voilà. C'est vous qui vous retrouvez tout seul dans votre chambre d'hôtel. Moi, j'ai ressenti ça avec mon fils aîné qui a fait beaucoup de tournois, et c'est vrai qu'on sent bien que
Même si quand ils perdent un tournoi, c'est extrêmement dur pour eux. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Mais là où on l'explique très bien avec Géraldine, je pense, en tout cas on a essayé, c'est que j'avais la chance d'avoir une énorme chance, même d'avoir mon papa qui était à mes côtés et qui, au contraire, essayait d'enlever la faute qui était sur moi, où moi je le prenais de façon extrêmement personnelle, avec cette sensation d'avoir déçu ma famille, en me disant non mais t'inquiète pas, je vais trouver la solution, je vais étudier ce qui s'est passé, je vais étudier ce que font les autres adversaires qui jouent mieux que toi et on va s'améliorer, tu vas gagner. Et c'est systématiquement comme ça que ça s'est déroulé et en plus ça a marché. Mais c'est aussi quand même aussi un conseil justement à ces jeunes filles, ces jeunes hommes qui font du sport à ce haut niveau, qui ne font que ça en fait, hein, qui vivent tennis, vivent sport, dehors sport, et finalement sont un peu inaptes à affronter la vie, les relations, les gens, les autres qui ne sont pas forcément des gens bienveillants. Oui, absolument, effectivement. Ce livre, je pense, peut toucher beaucoup de personnes, peut toucher effectivement des femmes qui sont dans des relations à l'heure actuelle toxiques. J'ai reçu énormément de messages sur mes réseaux sociaux depuis la publication de ce livre en m'expliquant leur récit et j'ai l'impression de revivre le mien, mais totalement. Et aussi pour essayer d'aider d'autres sportifs, à la fois peut-être des enfants qui rêvent d'être champions et de leur montrer le chemin et de leur montrer aussi que même si lorsque vous êtes raillés dans votre enfance, parce que moi j'avais quand même entendu depuis ma plus tendre enfance que j'étais dans l'incapacité à jouer au tennis professionnel, que ce n'était pas pour moi, que j'étais pas douée, que physiquement j'étais totalement nulle et qu'il valait mieux que je retourne à l'école. Donc cette violence aussi, je l'ai prise depuis très jeune en dehors de ma famille, en dehors de mes parents, ce qui a aussi certainement contribué au fait qu'une personne extérieure à ma famille qui soit aussi violente avec moi, finalement j'ai encaissé de la même façon que je faisais lorsque j'étais petite, absolument. Et puis aussi, c'est que pour expliquer aux personnes que le sport de haut niveau, c'est pas si facile que ça, et c'est pas uniquement lorsque vous allumez la télévision et que le match a commencé. C'est pas que ça. Vous voyez, David, c'est compliqué. Mais moi, ça me va très bien. Géraldine, vous êtes classé combien? 15-3. Ah ouais. C'est pas mal, c'est bien, c'est bien. C'est très bien. C'est un bon niveau. Maxime, le tennis. Est-ce que tu te moquais de Zora et toi? Oui, voilà, déjà, tu peux nous dire pourquoi tu te moquais de moi, s'il te plaît? Jamais je me serais permis ça. Tu fais du sport, Maxime? Non, mais il sait que je peux lui casser la figure à la sortie. Non, c'est pas dans ce corps de lâche. Mais plus sérieusement, il y a quelque chose d'assez fascinant, je trouve, dans ce livre, notamment dans l'écriture. Il y avait un côté, en fait, journal intime. Je pense que c'est ce qui guide. Je pense aussi que c'était peut-être le résultat voulu. Il y a quelque chose d'assez fascinant. On a l'impression de vivre ça avec vous, tant c'est bien écrit, c'est assez fluide. Et justement, je voulais savoir comment on fabrique une relation qui doit être quand même assez forte pour arriver à confier ça, pour entrer dans de tels détails. Et vous, Géraldine, pour réussir justement à la retranscrire avec autant de je sais pas comment dire, mais autant de pudeur. Je pense en fait qu'on est passé d'une relation au départ professionnelle à une relation d'amis, de confidente. Et la confiance, effectivement, qu'on a créé petit à petit avec Géraldine qui m'a suivie aussi lors de ma tentative de reprise où elle était là pour me filmer au quotidien, je la voyais avec moi, on discutait ensemble, donc il y a toute une relation de confiance qui s'est créée. À partir du moment où vous arrivez à obtenir ma confiance, effectivement je vous donne tout, c'est-à-dire que je me livre totalement et il n'y a aucune retenue, je ne retiens pas. Par contre, pour obtenir ma confiance, ça peut prendre un petit peu de temps. Je suis désolée là-dessus. Mais c'était bon signe aussi. Ça voulait dire que c'était précieux, que c'était rare et que ces mots avaient beaucoup de sens. Et effectivement, je voulais à la fois être extrêmement impudique, tout en restant pudique. Je voulais pas de voyeurisme, et c'était tout le travail en fait. Donc je me suis interdit aucune question, et je crois qu'elle ne s'est interdit aucune réponse. Mais tout ça dans une sorte de respect et d'écoute. On parle d'André-Pierre Gignac. C'est celui. Alors, non, mais là, il va falloir remettre les choses en news. Non, mais là, je sais pas. Alors, le footballeur. Est-ce que vous avez bien lu le livre? Je vous pose la question. Parce que moi, j'ai bien relu le passage. J'ai quand même bien relu, parce que ça fait 2-3 fois. Non, mais c'est pour ça que je vous demande de préciser. Alors, en fait, c'est très, très clair. Le fil, je vous reprends, comme ça, on est bien sûr. André-Pierre Gignac me tweet, donc m'envoie un tweet en me disant au nom de tous les joueurs de l'Olympique de Marseille, nous vous félicitons pour votre titre à Wimbledon. Donc moi, bien sûr, déjà, mes pieds ne touchaient plus terre, mais alors après, une fois que l'OM m'a tweeté, alors là, je touchais les étoiles carrément. Donc effectivement, je réponds à André-Pierre Gignac. Le lendemain, l'Olympique de Marseille me contacte et me dit: nous sommes en stage à Crans-Montana, si vous voulez, vous pouvez venir pendant une journée, passer du temps avec le joueur olympique de Marseille, échanger, etc. Donc moi, j'étais absolument aux anges. Et donc, je suis arrivée là en connaissant un tout petit peu André-Pierre Gignac et un tout petit peu Steve Mandanda. Et puis, j'ai découvert le reste de l'équipe.
Et lorsque j'ai découvert le reste de l'équipe, effectivement, je suis tombée en arrêt sur un des joueurs, mes parents, Pierre Gignac. Il n'a pas l'air du tout convaincu, et pourtant c'est la vérité. Précisons bien. Et qui alors? Vous pourrez rayer celui-là de la liste. On va pas vous le dire, mais vous d'accord. pouvez enlever des joueurs de la liste, des joueurs de l'époque, André pas Pierre Gignac Gignac. et Steve Donc la Mandanda. prochaine feuille de match, la prochaine feuille de match de l'OM au taquet, tout le monde C'était faut qu'on sache. quoi? C'était en 2013. Ouais, c'est ça. Il est en train de refaire Revoyez l'effectif. Donc il l'effectif. faut refaire l'effectif de l'OM en 2013 et on enlève Gignac et Et Mandanda. le pervers narcissique, c'est pas Pete Sampras aussi, il faut le préciser, parce qu'il y a des gens qui pensent que déjà il est américain et en plus vous êtes plutôt fan, voilà. Ah, puis c'est en presse mon fan absolu. Et Mais là, d'ailleurs, vous avez un amoureux là? Oui. C'est lui qu'on cherche. hein. Ça se passe bien visiblement. Ça se passe bien Ça visiblement. se passe très très bien, J'ai une effectivement. petite Mais vous êtes sûr que vous êtes aujourd'hui armé pour résister à la maltraitance, à des gens qui peuvent être effectivement On est- pervers, toxiques? On n'est jamais sûr de Malveillant. rien. On n'est jamais sûr de rien. Il faut, ça serait faire preuve de peu d'humilité pour pouvoir affirmer qu'effectivement aujourd'hui je suis immunisée contre tout. Mais après, je pense que On repère. vous ressentez quand même le caractère Ouais, et j'ai antenne, hein. plus Ouais, un petit peu, aujourd'hui des signaux d'alarme lorsqu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas chez quelqu'un pour reconnaître nettement plus les personnes qui sont là uniquement par intérêt des personnes qui sont là par sincérité. Et moi, disais- je serai là maintenant. C'est votre âme sœur. Vous avez 34 ans. Oui. C'est quoi l'avenir pour vous, Marion? Alors, l'avenir professionnel, vous le connaissez, beaucoup de commentaires sportifs. J'ai un avenir dans la mode, effectivement. Et puis l'avenir, on va dire, plus personnel. J'espère pouvoir me marier d'ici la fin de l'année. Et j'espère commencer ma famille l'année prochaine. Super. Ouais. Ça, J'ai eu beaucoup des beaux de chance. projets. Bon, c'est la renaissance. Totalement. Vous voyez, c'est en accord avec La résilience. La résilience. La résilience, David, plutôt. qu'est-ce qui se passe? Bah non, mais je veux poser ma petite question qui n'est pas de moi et dont vous devez Alors, deviner. attendez, De qui David revient. annonce une petite question. Alors, je prends le chrono. Rapide. La première, je vous tutoie parce qu'elle n'est pas de moi, vous devez deviner Allez-y. qui c'est. Comment expliques-tu le fait d'avoir gagné Wimbledon alors que personne ne s'y attendait et de ne pas avoir gagné Roland-Garros alors que tout le monde s'attendait à ce que tu le gagnes? Et pour vous donner l'indice sur la personne, c'est Le père. comment ressens-tu le fait de me remplacer dans les interviews du cours central de c'est Nelson Roland-Garros? Montfort. Voilà. Nelson Et il m'a Montfort. demandé d'ajouter, Tu as rencontré Nelson Surtout- Montfort avant. tu lui dis que je l'embrasse très Très fort fort. parce qu'il y a un petit brisbee ces derniers temps, Non, mais je l'embrasse et je l'aime. Mais non, Voilà. j'adore Nelson, mais la terre battue est ma plus mauvaise surface. Donc de penser que tout que j'allais absolument gagner Roland Garros, Nelson, je m'en excuse, mais malheureusement, étant ma pire surface, effectivement, j'avais beaucoup plus de chances de gagner Wimbledon que Roland Garros. Mais bien évidemment, j'aurais adoré gagner à la maison. Il y a quand même une Demi-finale, malédiction. hein, Roland. Il y a quand même une malédiction française sur Roland Garros. Parce que, alors c'est vrai qu'il y a sans doute plus de pression parce que c'est notre tournoi et on voudrait à tout prix qu'un Français chaque année gagne Roland Garros. Mais depuis Noah, on attend. Depuis Noah, Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est Raphaël Nadal. Je veux dire, gagner 11 même fois les Roland filles, Garros. même les filles. Oui, mais les filles, c'est Serena Williams. Ça a été C'est une génération. voilà, Simona Alep aujourd'hui. C'est très compliqué aujourd'hui, lorsque vous n'êtes pas top 10 mondial, de prétendre à gagner Roland Garros. Aujourd'hui, même si je souhaite que Caroline Garcia re-rentre dans le top 10 mondial, bien sûr, même si je souhaite que Kristina Mladenovic re-rentre dans le top 10 mondial, aujourd'hui, elles ne sont pas à ce classement-là. Compliqué. Donc c'est très compliqué lorsque vous êtes 20e, 50e mondial de prétendre à gagner quand même Roland Garros. Pourquoi on n'a plus de numéro 1 mondial? Si on en a eu déjà d'ailleurs. Oui, mais parce Bah que si. c'est cyclique. Moi, je pense C'est que si cyclique. Marion Il y a eu entraîne Marion. un jour une joueuse, elle lui donnera les codes pour être au top niveau. Ça vous pourrait- brancherait? Ouais. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, pour moi, la transmission, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mon papa est médecin, ma maman est infirmière. Le don de soi à quelqu'un d'autre, c'est vraiment génétique. Donc, bien évidemment, d'essayer d'apprendre à une joueuse, en tout cas de donner mon expérience, comme l'a fait Amélie avec moi, qui m'a aidée sur Wimbledon en 2013. Je le ferai avec un immense plaisir. Est-ce que tu penses que tu peux faire progresser David ou pas? Ah bah écoutez, Écoute, des conseils, hein. il faut une analyse. moi je Ça, c'est suis à mettre des docile. gâteaux. Je suis un élève C'est le docile. plus important. Vous pouvez peut-être commencer par David Hickens. Si vous avez réussi à faire des miracles, là, tout est possible. Les miracles. Pas une cause perdue. Vous avez remarqué que c'est le seul bouquin depuis que je suis ici qui ne comporte pas de post-it. Tellement je connais tout sur vous, j'ai pas eu besoin de marquer mes pages. C'est Donc gentil. vous voyez, Marion Bartoli avec Géraldine Maillet. Merci d'être venue Merci à vous. ici dans les Grandes Gueules. Renaître le parcours d'un retour de l'enfer écrit par Marion et Géraldine chez Flammarion. Allez, les GG, vous. RMC, les grandes gueules, les GG et vous. David, tu restes à ta place et on accueille Monique qui est avec nous dans le public. Bonjour Monique. Monique, retraitée à Paris, qui voulait interpeller. On applaudit Monique, on l'encourage.
qui voulait interpeller David Dickès. David, tu restes à ta place. Excusez-moi, je pensais que je devais retourner là-bas. Il voulait aller faire un match avec Marion Bartoli tout de suite. Non, tu restes ici. On va réécouter ce que disait David justement à propos des mesures fiscales annoncées hier par Emmanuel Macron. On écoute. Je crois vraiment qu'il y a une espèce d'opposition naturelle entre vouloir assurer fermement une dépense publique et vouloir augmenter ou pérenniser le service public. Je crois que la difficulté, elle est vraiment là. Ne pensez-vous pas que le manque de pragmatisme dans le financement des mesures annoncées n'est pas lié au fait qu'il n'y a pas de véritable réponse? J'ai le sentiment, là, à vous avoir écouté, que vous confirmez cela. En fait, s'il ne dit pas comment il finance ce qu'il a annoncé, c'est parce qu'il n'a pas les leviers pour. Alors, Monique, je vous laisse avec David. Alors, on a beaucoup parlé des dépenses publiques et de symboles des dépenses publiques. Zora également, vous avez parlé de dépenses, mais vraiment symboliques. Il y a quelque chose qui pourrait être fait, quand même, me semble-t-il, et dont personne ne parle, plutôt que diminuer des dépenses publiques actuelles. Ne serait-il pas plus intéressant de remettre dans des recettes des dépenses qui n'auraient pas dû l'être? Je m'explique. Lutter contre la fraude fiscale, lutter contre la fraude sociale. Je pense qu'on a largement les 20 milliards. On n'arrête pas dans notre pays, et vous le disiez, de mettre des lois, des droits accrochés à d'autres droits. Ces droits, pourquoi ne pas, dans un premier temps, les laisser, mais simplement contrôler qu'ils sont donnés à bon escient? Et là, je puis vous dire qu'il y a du travail. Commençons par là. Prenons ce qui est légalement fait et regardons que ne soit distribué que ce qui est légal. Et je puis vous dire qu'il y a quand même énormément de choses à faire en fiscal et en social. Prenons, je ne sais pas, des exemples, des remboursements de crédit de TVA. Tout à l'heure, quelqu'un parlait des 6C pour les entreprises, par exemple. C'est quand même des montants colossaux qui ont été donnés à des entreprises sans qu'il y ait vraiment de contrôle. Bien sûr qu'il y en a quelques-uns, mais c'est totalement minimisé par rapport à toutes les sommes qui sont données. Donc on parlait, M. Macron a dit hier qu'il ne voulait plus... les niches fiscales pour les entreprises. Voilà, mais mais surtout qu'il ne voulait pas supprimer des postes de fonctionnaires. On pense toujours que le poste de fonctionnaire peut être de la dépense publique. C'est vrai. Mais prenons certains des fonctionnaires qui sont, par exemple, actuellement à faire de la gestion ou des choses qui peuvent ne pas être pérennisées parce que l'informatique, on a quand même des gains de productivité. Mettons ces gens, formons-les sur le contrôle. Et lorsque nous aurons contrôlé aussi bien en fiscalité qu'en social, je puis vous dire que les 20 milliards, nous les aurons largement retrouvés. C'est une chose qui me paraît un petit peu étonnante, c'est qu'on parle toujours dans notre pays, et on le voit de plus en plus, on tape, excusez-moi de l'expression, sur les riches ou sur quelqu'un qui va gagner une petite somme ou une grosse somme. Prenons un exemple qui va plaire à tout le monde, c'est par exemple un footballeur. On n'arrête pas de dire les footballeurs gagnent trop bien leur vie, etc. C'est sûrement vrai, mais là n'est pas dans un premier temps le problème. Un footballeur, par exemple, qui gagne 1 million d'euros, s'il les déclare, je crois qu'il faut quand même dire aux Français qu'il paie une dîme à l'État qui lui donne quand même le droit de vivre, d'avoir des loisirs peut-être supérieurs à certains et éventuellement même de rouler sur nos autoroutes. D'accord ? Ce qu'il faut faire, c'est surtout s'intéresser à ceux qui les gagnent et qui ne les déclarent pas. Et ça, c'est une chose dans notre pays extrêmement importante. C'est à ce niveau-là, au niveau de l'impôt sur le revenu, mais ça peut être également les entreprises, c'est les SARL qui ne sont pas vérifiés, les remboursements de crédit de TVA. Super. Au niveau du social également. Vous connaissez bien le sujet, Monique. Oui, je connais le sujet, mais je vais donner un autre exemple où je connais moins le social. David ait le temps de répondre. Oui, non, mais le social. Alors, simplement un exemple. point. Vous parliez, Monsieur Macron a parlé des femmes isolées, par exemple. Bon, c'est normal qu'une personne qui est isolée soit aidée. On a, par exemple, des droits qui sont donnés aux femmes qui élèvent des enfants seuls jusqu'à l'âge de 3 ans. Tout à fait. Vérifions que tout l'argent que nous donnons sont bien donnés à des personnes isolées. Je peux vous dire que nous aurons des surprises. Ah oui, vérifiez où va l'argent. Alors, David. Alors moi, Monique, pardon, c'est bien ça que j'écorche pas votre prénom. Je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous dites et vous le dites
particulièrement bien. Donc voilà, je souscris totalement à ce que vous avez dit, qui n'est pas en contradiction, vous me l'accorderez, avec ce que j'ai pu dire auparavant. C'est plutôt qu'on avait pu parler de choses symboliques, alors que là, ce sont des sommes considérables. Oui, mais par exemple, vous parlez de la fraude à l'assurance chômage, notamment. Il a parlé de la réforme de l'assurance chômage. On peut imaginer que ça ira dans ce sens-là. Moi, mes réserves, elles vont sur l'aspect d'annonce et promesses de campagne. C'est une chose à laquelle je ne suis pas sensible. Je voudrais l'être, que je ne le pourrais pas. Et même s'agissant d'Emmanuel Macron, que j'ai soutenu, pour lequel j'ai voté, j'ai un problème avec les annonces et les promesses de ce type-là. Voilà. Merci Monique. Merci pour votre intervention. Merci Monique. Très intéressant. Vous avez mérité vos t-shirts des grandes gueules. Venez le chercher Monique. Merci à vous. Dans un instant, la suite du GG, vous. RMC, 9h midi, les grandes gueules.